Nous sommes dans la nuit du 2 au 3 février 2020. Je me réveille, il est 4 heures du mat. Je me retrouve assis sur le lit. Je me tourne vers Sophie, ma femme, et je lui dis « De la merde, j'y retourne plus ». Salut, c'est Fred Barvec, bienvenue sur ma chaîne. Quand je dis que j'y retourne plus à quoi ? Au boulot, au travail, quoi. À ce truc qui me prend la tête depuis des années. Ça fait à peu près 12 ans que j'y suis. Je suis responsable d'une structure d'action sociale, quelque part dans une zone rurale. J'encadre une équipe des travailleurs sociaux et je suis complètement épuisé. Moi, mon métier au départ, c'est la prévention. J'ai signé pour ça. Dès que je suis sorti de l'école avec mon diplôme d'état d'assistant social en poche, je me suis dit je vais aller travailler dans la protection de l'enfance. Ça doit être mon côté de lutte contre l'injustice. Oui, l'injustice, pourquoi ? Parce que quel est l'endroit où l'injustice se manifeste de la façon la plus prégnante ? C'est au niveau de l'enfance. Qu'est-ce qu'il y a de plus candide, de plus innocent qu'un enfant ? Donc une injustice appliquée à un enfant, je trouve que c'est encore plus douloureux que l'injustice tout court. Comme c'est un endroit sinistré, difficile, et puis repéré comme tel, personne ne veut venir travailler. Donc il y a de plus en plus de postes vacants. Et puis comme on n'est pas très attractif, c'est un métier difficile, et l'institution elle a vraiment du mal à recruter, tout simplement. Du coup, moi mon rôle c'est de plus en plus de faire de la protection plutôt que de la prévention, c'est-à-dire que plutôt que d'aller travailler avec les gens en difficulté, avec les familles en difficulté, pour prévenir les difficultés, ça fait beaucoup de difficultés. Quand les alertes d'enfants en difficulté sont de plus en plus nombreuses, elles arrivent des écoles, des centres aérés, des hôpitaux, de partout, du voisinage, des mairies, et puis les familles elles-mêmes qui viennent nous voir, frapper à notre porte pour nous dire « Aidez-moi, je m'en sors plus avec mes gosses ». Donc quand tout ça arrive de tous les côtés, qu'on est complètement saturé, qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé de faire des choix. Comme je vous l'ai dit, on n'est plus assez nombreux. Donc on choisit, donc on va vers les familles qui sont prioritaires, là où les difficultés sont les plus prégnantes. Et toutes celles qu'on aurait pu aider par un accompagnement, en se présentant régulièrement, les accompagnant au quotidien, en leur donnant des rendez-vous, en les écoutant, en prenant le temps de les écouter, tout cela, il passe à l'as. Donc pendant que vous êtes sur la situation qui occupe et préoccupe, comme on dit dans le métier, vous ne vous occupez pas de celle qui ne va pas tarder à occuper et préoccuper. Et du coup, la situation, elle flambe. Elle vous revient par un effet de ricochet, un effet boomerang. Elle vous revient à un moment où elle est complètement dégradée. Et là, au moment où vous êtes obligé d'intervenir, vous intervenez dans l'urgence et vous faites de la protection. Comme vous n'avez pas eu les moyens de faire de la prévention, vous devez donc protéger ces enfants. Voilà. Et faire de la protection, c'est quoi ? C'est en référer à la justice et dire, voilà, dans cette situation, le danger est tel pour les enfants qu'il faut prendre des mesures pour les protéger. Ça, c'est la protection. C'est donc un juge des enfants, la loi, qui va devoir s'imposer. Quand tu n'as pas signé pour ça, tu acceptes la règle du jeu. Ça arrive de temps en temps, c'est comme ça. Il y a des familles où de toute façon, tu n'arriveras rien à travailler avec eux. Il va falloir à un moment intervenir, il va falloir que la loi s'impose. Parce qu'il y a des choses qui s'exercent qui sont interdites par la loi. Mais quand la proportion est inversée, tu te retrouves à faire que de la protection parce que tu n'as plus le temps de faire de la prévention, tu as vite fait de considérer que tu ne fais pas du bon travail. Si tu ajoutes à ça que dans la plupart des bureaux de l'équipe que tu encadres, il y a des chaises qui sont vides, parce qu'il y a des postes qui sont vacants, puis 5 mois, 6 mois parfois, et que les gens viennent, ils restent 3 mois, puis ils repartent, parce qu'on y met quoi ? On y met les jeunes, ceux qui n'ont pas envie de venir, mais ceux qui n'ont pas tellement le choix. Ils viennent, mais ils restent pas. Les conditions de travail ne sont pas du tout intéressantes, ne sont pas agréables, donc ils partent. Donc toi, tu te retrouves avec ces chaises vides là, puis avec une personne à côté qui, elle, a le mérite d'être là encore. Et toi, tu dis à cette personne, il va falloir que tu fasses ton boulot, bien sûr, mais ça serait bien que tu fasses aussi le boulot de la personne qui n'est pas là. Donc tu deviens celui qui épuise les gens. Alors toi, c'est pas du tout ton intention, mais c'est bien la position dans laquelle ton institution t'a posé. Si tu ne peux plus faire de prévention, que tu ne fais que de la protection, et tu as le sentiment de faire du mauvais travail. Qu'en plus, ce mauvais travail, tu le fais avec une équipe de plus en plus réduite, et que les gens qui sont là, qui sont déjà épuisés, c'est toi qui leur demande de faire le travail de la chaise vide, là, tu commences à vivre des choses qui sont très très désagréables au quotidien. Parce que comment tu t'arranges d'une situation comme ça ? Alors oui, t'as celui qui s'en fout, ou celle qui s'en fout, qui se dit, oui, mais c'est pas mon problème, c'est l'institution, c'est nos dirigeants, c'est cette fonction publique qui est de plus en plus malade, mais moi, je viens chercher mon salaire et puis voilà. Mais moi, je suis de ceux qui n'arrivent pas à s'en foutre. C'est-à-dire que si je suis arrivé jusque-là, si en plus de ça, à un moment donné, j'ai eu la grande idée de devenir chef, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai pensé que j'allais pouvoir moi aussi exercer mon travail social avec mes valeurs, celui auquel je croyais. Et je m'aperçois que j'arrive pas à le faire, que je suis dans une espèce d'injonction paradoxale permanente,
Mais je ne peux pas rester. Alors bien sûr, j'arrive début février, dans la nuit, je craque, je dis j'irai plus, mais la décision, elle n'arrive pas comme ça. Donc qu'est-ce que tu fais avant que la décision, elle arrive ? Bah t'encaisses, mon petit pote. Et là, bah tu développes des trésors d'ingéniosité, d'énergie, pour essayer de tenir le coup. Moi, la référence que j'avais chez moi, c'est la lutte. Chez moi, on lutte. On est assez engagé, et on lutte. On est là, au service du public, on va faire en sorte de prodiguer un service public qui soit toujours de qualité, à l'écoute des usagers. La base. Donc qu'est-ce que je fais ? Je dis les choses. Je suis de ceux qui disent les choses. À un moment donné, c'était un principe auquel j'étais très attaché. Moi, je me disais toujours, il faut dire les choses. Il ne faut pas garder les choses pour soi. Et puis si ça ne va pas, il faut le dire. Du coup, le prix à payer parfois, c'est d'avoir cette position-là dans le groupe social dans lequel tu es. Tu es celui qui dit les choses. Alors du coup, qu'est-ce qui arrive très vite à côté ? Vas-y toi, dis-le. Vas-y toi, dis-le. Bon, finalement, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. J'y vais, je les dis, les choses. Je porte un peu les drapeaux. Mais ça, c'est épuisant. Surtout les moments où tu râles, t'arrives un peu au paroxysme, tu arrives quelquefois au conflit avec la direction, avec tes dirigeants, et puis ça commence à sortir un petit peu le roussi. Donc du coup, tu te tournes un peu derrière pour vérifier tes forces. Purée, on dirait bien que t'es un peu tout seul quand même. Oui, parce que les gens, ils ont peur. C'est normal. Mais du coup, toi, tu portes ça tout seul. Donc tu fais du mauvais boulot. Tu deviens un peu le chef d'orchestre du mauvais boulot. T'essaies de te plaindre, t'essaies de bagarrer. Et là, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? On te ferme ton clapet. Moi, j'y croyais. J'ai même été recruté sur ma motivation et cette capacité que j'avais à bien exprimer, valoriser les grandes missions qui nous étaient confiées. Mais d'un seul coup, tu te sens à ce point-là maltraité. Le travail que tu essayes de faire, tu n'as plus les moyens de les faire de toute façon. Qu'est-ce qui se passe ? Tu commences à t'épuiser. Et là, c'est le corps qui commence à parler. Parce que toi, tous les matins, tu te dis « il faut y aller, il faut rien lâcher », tu prends ton espèce de bâton de pèlerin ou ton épée de justicier ou je sais pas quoi. Il y a un truc, tu te dis « il faut y aller ». Et tu te rends pas compte qu'à un moment donné, tu y vas, mais tu t'imposes des choses qui sont hyper lourdes. Et donc tu commences à avoir mal à la tête H24, tu commences à te tasser. Moi, ça se joue beaucoup au niveau du poids. Voilà. Et puis, tu commences parfois à avoir un peu la nausée, et puis voilà. Et en fait, ton corps, il t'envoie plein d'informations, et toi, tu les entends pas, parce que tu as cette espèce de mission, voilà. Et puis, de fil en aiguille, un jour, tu te réveilles en pleine nuit, avec le cœur qui te tabasse un peu, t'es un peu en sueur, t'as un peu de mal à respirer, tu te dis, purée, mais je suis pas un peu en train de faire une crise cardiaque, là ? Oui, parce qu'il faut que je vous raconte ça, je m'étais réveillé quelques mois avant, pareil, en pleine nuit comme ça, avec le cœur, tac, 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 boum, coup de coude à côté, là ça va pas, pourtant je peux vous dire que je suis pas celui qui court les hôpitaux. Ok, chérie, on y va, hop, aux urgences, à 4h du mat. J'arrive aux urgences, hop, on vérifie tous les marqueurs et tout de la crise cardiaque, et puis faut attendre, donc à l'hôpital, ceux qui sont allés aux urgences, vous connaissez ça. Donc t'attends là en slip avec l'espèce de petite chemise en papier là, et puis on a fait ta prise de sang, tous les tests, puis toi t'attends les résultats. Et puis tes résultats ils arrivent au bout d'un moment, et puis on me dit il n'y a aucun marqueur, il n'y a pas de souci au niveau du cœur, par contre la tension à bloc, puis ça tabasse là-dedans, voilà. Et puis t'as le médecin des urgences qui te connaît pas, qui est une femme qui est là, et qui s'assoit à côté du lit, qui me prend la main et qui me dit mais ça va le boulot ? C'est des signes tout ça. Mais moi, ces signes-là, je les entends pas. Sauf cette nuit de février, où là, je me dis, mais c'est fini, j'y vais plus. Alors, j'y vais plus. Concrètement, j'y vais plus, ça veut dire quoi ? Donc, on est le matin, il y a eu cette fameuse nuit, là, on est au petit-déj. Comment je vais faire ? Donc, je discute avec Sophie. Bon, alors, première chose à faire, prendre rendez-vous chez le médecin, se faire arrêter, voilà. Puisque j'ai dit que j'y allais plus, il faut déjà trouver le moyen légal de ne pas y aller. Donc, j'attrape mon smartphone, l'application qui permet de prendre des rendez-vous médicaux, pour prendre rendez-vous avec mon médecin traitant. Mon médecin traitant est en vacances, il y a donc une remplaçante. Qu'est-ce que tu fais quand toi, c'est un peu l'événement de ta vie ? Tu as décidé de ne pas aller au boulot, mais ton médecin, ta référence absolue, celui qui te connaît depuis toujours, est en vacances. Donc je décide d'y aller quand même. Je vais donc à ce rendez-vous, tôt le matin. Je discute avec cette femme, ce médecin femme, très très sympa, vraiment. Je lui raconte mon histoire, puis tout se mélange, parce que je suis épuisé, puis machin, puis je peux plus faire de la prévention, enfin toute l'histoire que je vous raconte.
Puis je lui dis, puis je peux plus, j'ai mal à la tête tout le temps. En plus, quand je lui parle, figurez-vous que je commence à avoir des larmes. Le truc qui m'est pas arrivé depuis la dernière fois que j'ai pleuré, ça devait être à la mort de ma mère. Bon. Et donc, elle me voit dans cet état, elle me dit, oulala, mon pote, enfin, elle m'appelle pas mon pote. Et elle me dit, oulala, effectivement, mon pauvre vieux, va falloir faire une pause là, parce que voilà, j'avais 18 de tension, enfin, j'étais vraiment mal barré. Donc elle me dit, je vous arrête un mois. Et moi, comme c'est une remplaçante, je me dis, ouais, mais quand même, bon, ça serait mieux que je voie mon médecin traitant. Donc je lui dis, non, arrêtez-moi que 15 jours, parce que je voudrais voir mon médecin traitant. C'était n'importe quoi, je sais pas pourquoi j'ai pas pris le mois tout de suite, mais bon, c'était comme ça. Là, ce qui est bizarre, c'est que du coup, je suis arrêté donc pour 15 jours. J'envoie un mail à ma N+1. J'ai fait le choix de pas trop vous en parler de ma N+1, parce que ce que je vous dis pas trop, c'est que je pars aussi dans un contexte de conflit avec ma hiérarchie, vous l'avez compris, je vous ai dit que je me suis bagarré, tout ça. Bon, j'ai quelqu'un au-dessus de moi, franchement, qui connaît pas grand-chose à mon métier, mais qui a bien compris qu'il fallait qu'elle joue un rôle d'autorité, et qu'en plus de ça, elle nous fasse passer la pilule pour les nouvelles économies qu'il fallait faire absolument. Donc, à cette charmante personne, que je porte toujours dans mon cœur, j'envoie un petit mail en mode « Je suis arrêté 15 jours, je vous tiendrai au courant ». C'est tout ce que je mets dans ce mail-là. Elle me répond « J'ai bien pris note de votre message, surtout n'hésitez pas si vous avez besoin à venir m'en parler ». C'est super étonnant, c'est la première fois qu'elle me fait ce genre de proposition. Ça veut donc dire qu'il y avait quelque chose qui planait dans l'air, où on se disait, le père Fred, à un moment donné, il va lâcher. Et en tout cas, à ce moment-là, elle comprend dans ces quelques mots qu'il y a un souci. On est donc 15 jours après, je retourne voir, cette fois, mon médecin traitant, je raconte mon histoire, comme j'ai passé un peu 15 jours à réfléchir, bon, c'est un petit peu mieux organisé dans ma tête, j'y sors des choses un peu plus concrètes. En tout cas, un peu mieux ordonné dans ma pensée. Là, elle me dit pareil. Elle me dit, mais oui, mais de toute façon, je vois bien que vous n'allez pas. Vous êtes traité pour l'hypertension, vous avez toujours de la tension. Puis là, on le voit, les migraines, les machins, vous êtes encore un peu jeune pour avoir une liste de médocs qui est grande comme ça, quoi. Donc elle me dit, oui, moi je vous arrête. Mais attention, on va pas faire n'importe quoi. Je vais vous arrêter, on va prendre un accord ensemble. Je vais vous arrêter 1 mois, puis 2 mois, puis 3 mois. On va renouveler, mais vous allez faire les démarches pour que les choses changent. Parce que moi, je ne vous arrête pas pour vous laisser vous requinquer vite fait et puis repartir la fleur au fusil. Là, je me dis qu'elle a complètement raison. Je rentre chez moi, j'en discute avec ma douce, et effectivement, je me dis ça aussi. Je ne peux pas me lever un moment et me dire « ça y est, j'y retourne plus », puis après faire n'importe quoi, essayer de se requinquer vite fait, se donner l'illusion qu'on se repose, et puis voilà. Donc non, je passe un accord avec moi-même, et je me dis je vais donc profiter du temps qui m'est donné pour organiser mon départ. Par contre, je ne sais pas trop bien par quoi je passe à ce moment-là. Je ne sais pas ce que c'est, ce truc-là. Ce que je sais, c'est que je n'ai plus l'énergie d'y retourner. Donc là, vous voyez, on est fin février, début mars, voilà. Et là, je sens bien que comme j'ai eu un arrêt, que j'ai renouvelé, j'ai réenvoyé un mail, ma chère N+1 me répond toujours « je suis à disposition si vous voulez en discuter », message auquel je ne réponds pas, bien évidemment. Sur les consignes aussi de mon médecin, qui me dit « vous envoyez vos arrêts maladie », avec un message le plus simple et le plus froid, le plus clinique possible, et vous ne répondez à rien, vous êtes malade. Donc, de fil en aiguille, je me retrouve comme ça prolongé, mes 15 premiers jours, un mois qui suit. Donc le mois qui suit, ça nous amène où ? Ça nous amène au 20 mars. Donc je suis arrêté jusqu'au 20 ou 21 mars. Et là, moi, je commence à me dire, ils vont voir. Là, j'y suis pas. Je peux vous dire que la terre va trembler là-bas. Comment ils vont faire sans moi ? Cette équipe qui est malheureuse, tout ce que je portais, là, ils vont voir de quel bois je me chauffe. Mon absence va peser très très lourd. Sauf qu'a surgi à ce moment-là le 17 mars. Vous savez ce que c'est le 17 mars, mesdames et messieurs, 2020 ? Eh bien, c'est le premier confinement. Un confinement. C'est-à-dire qu'au moment où je m'arrête de manière à ce que ce soit particulièrement spectaculaire, parce que je suis quand même quelqu'un de très important, surtout très très autocentré à ce moment-là, il y a la France entière qui s'arrête. Ce qui fait que ma démarche
spectaculaire passe totalement inaperçue. Elle passe tellement inaperçue que quand je téléphone pour essayer d'avoir le service, la DRH, essayer d'organiser un petit peu mes affaires, on me répond que tout le monde est confiné, que tout le monde est plus ou moins pas là, et que de toute façon, maintenant, il faut attendre. Hein. Et me voilà donc, comme tout le monde, hein, pour la plupart d'entre vous, à m'installer dans un espèce de quotidien où, en fait, si je veux aller faire un tour dehors, il faut que je me signe un papier pour y aller 1 heure. Si je veux aller faire des courses, il faut que j'aille faire la queue au supermarché parce qu'on nous fait rentrer que les uns après les autres. Enfin voilà quoi, le quotidien du confiné lambda. Je suis complètement désorienté, complètement déboussolé. Je suis dans un espèce d'état cotonneux pendant plusieurs semaines. Je sais pas ce qui m'arrive, je maîtrise rien. Je suis tellement paumé qu'il m'arrive au moins 2 fois dans mon jardin de me casser la figure. Je suis paumé. Donc je tombe, je m'entrave, quoi. Alors parallèlement à ça, Sophie, ma compagne, elle, qui a aussi quitté la fonction publique quelque temps avant moi, a créé une petite entreprise. Elle a passé 2 CAP, couture et tailleur, et on a construit un chalet dans le jardin, et elle s'est dit, je vais ouvrir un petit service de retouche et je donnerai des cours de couture. Mais avec cette histoire de Covid, fermeture. Donc elle venait juste de créer, on venait juste d'ouvrir, on avait aménagé pour recevoir des gens, pour donner des cours de couture, et paf, contrainte sanitaire, obligé de fermer. Qu'allons-nous faire de nos journées, sachant qu'elle ne peut pas exercer, puisqu'elle est fermée au public pour quelqu'un qui veut donner des cours? C'est très mal barré. Et puis moi, je travaille pas, je suis en arrêt maladie. Donc je glande. Sans que ce soit construit ni réfléchi, je glande, je fais même rien d'intéressant. Et puis à un moment donné, je passe dans le salon et je me souviens que aligné comme ça sur le meuble télévision, il y a une série de jeux PlayStation, dont un que j'ai acheté un peu au hasard. Et je m'étais toujours dit, ce jeu, j'y jouerai un jour quand j'aurai le temps, mais évidemment le temps je l'avais pas. Oui, parce que ce que je peux peut-être préciser, c'est que j'ai toujours été gamer en fait. J'ai toujours été gamer. Je suis de la génération où on a connu les salles d'arcade qui s'ouvraient. J'ai dépensé pas mal de sous quand j'étais jeune là-dedans. J'ai toujours aimé ça, le jeu vidéo, j'ai toujours aimé ça, voilà. Je me suis mis à la console avec Sega au début, et puis la PlayStation 1 quand elle est sortie, puis j'ai eu la 2, j'ai pas eu la 3, là j'ai fait une pause, mais après j'ai eu la PlayStation 4, et puis aujourd'hui la PlayStation 5. Voilà, je suis assez PlayStation. Toute la famille d'ailleurs, hein, Sophie aussi, les enfants bien sûr, mais toute la famille, on est des gamers. Red Dead Redemption 2, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu qui se passe au temps des cow-boys, on va faire vite. C'est un peu, on va dire plutôt fin 19e. Voilà, on s'approche des débuts du 20e, mais ça se passe quand même dans un monde imaginaire qui ressemble beaucoup aux États-Unis, avec les différents paysages des États-Unis. C'est un jeu en monde ouvert. En fait, vous incarnez un héros qui s'appelle Arthur Morgan, à qui vous pouvez donner l'apparence que vous souhaitez. Donc moi, je lui avais fait une espèce de tête, si vous voulez, très très originale, genre cheveux très courts sur les côtés, une petite barbe un peu taillée. Voilà. Petit processus d'identification sans doute. Ce jeu, il est incroyable. C'est-à-dire que vous avez un monde ouvert, total, immense, qui va aller du sud au nord, et on va au hasard trouver au sud des terres arides, du désert, et puis au nord, quelque chose qui va ressembler un petit peu à je sais pas moi, une forêt enneigée, le Canada, enfin voilà, bon. Et vous pouvez aller d'un point à l'autre, comme ça, sur cette carte immense, il y a des heures de jeu, je vous raconte pas. Il y a des quêtes principales, donc vous êtes un héros avec un groupe, vous êtes des bandits de grand chemin, donc il y a plusieurs missions à remplir. Puis à côté de ça, vous pouvez vous contenter d'être une espèce de cow-boy, chasseur, cueilleur, pêcheur, qui arpente comme ça toute cette map gigantesque, avec des décors tellement magnifiquement réalisés, des plaines à perte de vue pour chevaucher, des endroits où on est plutôt dans les rochers, dans la forêt, dans le bayou, il faut faire attention aux crocodiles, enfin bon, c'est juste magnifique. Donc pendant des semaines et des mois, j'ai été cow-boy, j'ai chevauché. J'ai tellement chevauché, j'ai tellement fait le jeu, j'ai terminé le jeu à 98%. Pour ceux qui connaissent le jeu, j'ai chassé tous les animaux extraordinaires. Je pense avoir
retrouver à peu près tous les trésors à peu près secrets. Enfin, j'ai fini le jeu à 98%, donc il y a des choses que j'ai pas terminées. Voilà. Mais c'est la première fois de ma vie que j'investis un jeu à ce point-là. Et aujourd'hui, je le dis, mais alors vraiment, tout à fait objectivement, ce jeu m'a sauvé la vie. Pendant ce temps-là, ma petite femme, elle est dans sa cabane qu'elle n'arrive pas à faire tourner. Elle est couturière, elle est assez créative, très imaginative, elle a beaucoup d'imagination, elle a surtout une envie de créer. Donc elle va commencer à faire des réalisations, des petites réalisations. Bien qu'elle ait un CAP de tailleur, elle a peu de commandes, tout est fermé, elle a eu l'occasion de faire une robe de mariée, un caban, quelques manteaux, elle a eu l'occasion de faire un tailleur complet, elle a eu l'occasion de faire des choses, mais il a fallu fermer, donc elle peut même pas trop se faire la main. Il faut bien gagner sa vie aussi. Donc l'idée, c'est de faire des petites créations de couture. Donc elle va commencer à prototyper des choses. Donc des trousses, des sacs à main, des choses comme ça. Une fois qu'elle va avoir ces petites créations comme ça, qu'est-ce qu'on en fait? Puisqu'on n'a accès à aucun public, à aucun marché, comment faire? Donc c'est là que nous vient l'idée de commencer à vendre des choses peut-être en ligne. Donc, YouTube. Sur YouTube, qu'est-ce qu'on trouve? Des trucs et astuces sur comment créer un site internet, à qui on s'adresse, comment, il y a des plateformes qui proposent d'héberger un site de e-commerce au hasard. Donc qu'est-ce que c'est que de vendre des choses sur internet? Comment est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre ses produits en valeur. Comment est-ce qu'on fait pour mettre les produits en valeur? Les prendre en photo comme ça, mal éclairés, c'est pas terrible. Comme j'ai du temps à perdre et que j'ai toujours, je me rends compte, été un peu intéressé par les caméras, les appareils photo. J'ai toujours eu une petite caméra, un caméscope un peu éclaté qui traînait. J'ai jamais réussi à en faire grand-chose, comme beaucoup de gens, des photos de famille, quoi. Mais là, l'occasion m'est donnée, j'ai un super prétexte. Donc je consulte un petit peu des tutos et je commence à apprendre à photographier des produits. Il se trouve qu'une de mes filles avait un appareil photo, c'était un Canon, qu'elle s'était payé quand elle était adolescente avec ses sous, et il était à la maison. Et je me suis dit, tiens, plutôt que d'utiliser mon smartphone, je vais me mettre un petit peu à la photo. Donc j'ai commencé à regarder des tutos et j'ai appris à shooter, photographier des produits. Très vite, comme on est un peu des perfectionnistes, on s'est dit, si on fait une boutique en ligne, si on veut vendre nos petites réalisations, il va falloir qu'on les mette en valeur de la meilleure manière qui soit. On avait bien le sentiment, quand on regardait un petit peu des sites, des gens qui s'étaient déjà lancés, que finalement le produit photographié, mal éclairé, posé dans un coin, où on sent bien qu'on est chez l'habitant, on s'est dit non, il faut qu'on fasse la différence, nous on veut quelque chose de professionnel. C'était déjà l'image qu'on avait, faire quelque chose de professionnel. Donc j'apprends à fabriquer un petit studio, un drap blanc, bloquer une trousse ou un petit sac à main avec un petit support derrière pour donner le sentiment qu'il tient debout, et puis je commence à apprendre les premières notions d'éclairage, une lumière principale qu'on va appeler la key-light, la key-light, une petite lumière pour déboucher les ombres, casser un petit peu les ombres, la fill-light, et puis une lumière derrière pour détacher le produit, la backlight, enfin voilà, tout ça c'est de la... comment on va dire, de la technique, de la théorie que je commence un petit peu à bossouiller, à apprendre comme ça, tout simplement pour shooter les produits. Une fois qu'on a réussi à les faire sur un fond blanc relativement sympa, on se rend compte que c'est pour pouvoir les mettre en évidence sur un site internet, c'est pas mal de pouvoir les détourer. Donc on apprend toutes ces techniques-là et on commence à faire de la photo de produits. On met ça sur notre site internet et puis on essaie de faire un peu de pub sur nos réseaux, Facebook, Instagram, voilà, et essayer de se faire connaître en tant que créateur. C'est-à-dire que Sophie, alias SoInso, commence à développer sa marque, son branding, comme on dit, et essaye de se faire connaître, non seulement en tant que potentiellement prof de couture, mais aussi en tant que créatrice. Donc si on reprend le contexte, on est en plein confinement, donc tout le monde est cloîtré chez lui, et puis il commence à y avoir ce fameux débat, je ne sais pas si vous vous souvenez, masque ou pas masque. Il ne faut pas de masque, parce que si on a des masques, on va les toucher, on va se contaminer, ça va être la catastrophe, il ne faut pas de masque. On apprendra plus tard que c'est surtout parce qu'il n'y en a pas, en fait. Et puis finalement, il en faut, et puis voilà. Et puis qu'est-ce qui se passe? Les petites couturières, elles commencent à s'organiser, et elles commencent à réaliser des masques. D'abord pour leurs proches, puis après ça commence à s'étendre un petit peu. Et puis ça commence à se dire, et puis voilà, il y en a besoin des masques. Et en France, il n'y en a pas. Mais les masques un peu alternatifs, finalement, tout le monde commence à comprendre. Il y a même des petites, comment on va dire, publications scientifiques qui disent « oui, ça sera toujours mieux que rien du tout ». Donc, Sophie, elle se met dans sa cabane et elle commence à réaliser des masques. Et alors, Sophie, ne sachant pas faire les choses à moitié,
Elle va se mettre à réaliser des masques, mais alors en quantité, vous imaginez même pas. À un tel point que toutes ces chutes de tissu, les couettes de la maison, tout y passe. Et on commence à distribuer des masques, gratuitement bien sûr, à nos voisins. Là, dans le hameau, autour, et puis un peu plus le village. Et tout ça commence à s'étendre, et on commence à organiser une espèce de chaîne de solidarité. Il y a la viticultrice du coin qui vient nous amener des liens pour, vous savez, attacher les ceps de vigne et les branches des vignes, voilà, qui vient nous amener des rouleaux de ces liens-là. Ça nous permet de fabriquer les liens pour les masques. Devant l'importance que tout ça prend, elle est sollicitée à un moment donné par la mairie de notre commune, qui nous dit est-ce qu'on ne pourrait pas organiser quelque chose de plus grande envergure pour fournir en masques la population de la commune. Sophie, en tant qu'ex-enseignante, sait à peu près comment transmettre ses savoir-faire. Comme on n'a pas les deux pieds dans le même sabot, qu'on a déjà monté des projets, on organise une espèce de chaîne de production dans la salle des fêtes de la commune. Et puis on va se mettre à produire des masques. Voilà, l'idée c'est de produire 2 à 3 masques par habitant de la commune. De parents, enfants, personnes âgées, tout le monde devra avoir droit à son masque. Donc il faut imaginer, modéliser une chaîne de production avec toutes les tailles, et voilà. Et puis en respectant les distances de sécurité, Sophie va organiser une chaîne de travail dans la salle des fêtes de la commune. Donc déjà là, vous voyez, notre support pour apprendre à faire tout ça, pour développer un petit peu ces idées qu'on a, alors qu'on est, comme tout le monde, à la maison, c'est YouTube. On se penche énormément sur YouTube, on profite au maximum de tous les savoir-faire, de tous les échanges qui sont sur YouTube, et on passe quand même beaucoup de temps à se dire « mais quelle plateforme formidable !» À ce moment-là, si on est conscient aussi que sur YouTube, comme partout, il y a un peu à boire et à manger, il y a surtout un potentiel qui est énorme, un potentiel de partage, et ça, c'est complètement en accord avec nos valeurs. Et à un moment précis, quelqu'un vient nous dire, je ne sais plus qui c'était, quelqu'un vient nous dire, mais dis donc, au lieu de faire tous ces masques, est-ce que tu pourrais pas aussi nous apprendre à faire ? Elle dit, si, je dois pouvoir le faire, mais comment est-ce qu'on pourrait faire ça ? Vous me voyez venir, je saute sur l'occasion. Je lui dis, et si on faisait un tuto ? Donc je suis comme une pile, je saute dans tous les sens, je lui dis, vas-y, on fait un tuto. Elle me dit, oui, moi je veux bien, mais je te préviens, je parle pas devant la caméra, moi je veux juste expliquer comment on fait les masques. Je dis, oui, bien sûr, attends, l'idée c'est de s'amuser à faire une vidéo. Et honnêtement, à ce moment-là, l'idée, c'est juste de s'amuser à faire une vidéo. Moi j'ai rien à faire, j'ai écumé tout le Texas et à cheval, je connais tous les recoins. Bon, la pêche, voilà. Bon, j'ai mon ordinateur, je me dis, tiens, je pourrais peut-être non seulement capter des images, essayer de faire un tuto, une petite vidéo, ça me donne un prétexte, mais en plus de ça, je pourrais me mettre au montage. Donc, on se met déjà en ordre de marche, Sophie va dans son coin commencer à préparer, couper ses tissus, préparer sa séquence pédagogique, c'est quand même une ancienne enseignante. Et puis moi, de mon côté, je commence à regarder comment est-ce qu'on fait pour filmer un tuto. En multicaméra, je me dis que quand même, si je veux faire un truc qui est un petit peu de la gueule, quoi, il va falloir que je filme avec 2 caméras. Seulement des caméras, j'en ai pas. Par contre, on a chacun un téléphone, un smartphone. Donc moi, à l'époque, je suis déjà équipé iPhone, et Sophie, elle est sur Huawei. Voilà, bon. Cela dit, on a 2 caméras qui marchent très bien. Ce que je comprends vite, c'est qu'il va falloir du son, c'est de l'audiovisuel. Donc, une plateforme bien connue de commande qui livre en prime rapidement à la maison me permet de commander un petit micro-cravate, voilà, filaire, qui va être branché à un téléphone. Et puis, je commence à imaginer comment je vais tourner ce premier tuto. Moi, je suis pas du tout vidéaste, mais j'ai été musicien. Je suis sur mon bureau, là, vous le voyez pas, mais c'est un peu équipé home studio. J'ai des guitares, là vous voyez derrière une batterie, j'ai un clavier maître, bref, je fais de la musique depuis longtemps. Dans un autre temps, j'ai même fait de la musique de manière un peu plus sérieuse. J'ai même eu un groupe, puisque j'ai même enregistré un album en 2017. Alors pourquoi je vous raconte ça ? C'est vrai, dans le fond, pourquoi je vous raconte ça ? Je vous raconte ça tout simplement parce que j'ai pas de trépied pour poser mes appareils photo, mes 2 smartphones, mais par contre j'ai des pieds de micro. Alors je vais bidouiller un système avec du tissu, du scotch et tout ça pour faire tenir mes 2 smartphones. Et puis je vais apprendre à filmer une vidéo avec 2 appareils, apprendre à faire de la synchronisation à la main, image et son,
Et puis, YouTube. Je vais me pencher sur YouTube, je vais chercher logiciel de montage gratuit. Je vais tomber sur le premier logiciel qui me paraît bien fourni en termes de tutos pour apprendre à l'utiliser. Et puis, ma foi, je vais commencer de manière totalement empirique, c'est-à-dire comment filmer avec 2 caméras, comment monter dans un logiciel de montage, importer des rushs de 2 sources différentes, comment les synchroniser, comment faire en sorte de passer d'une image à l'autre, comment mettre du son, comment mettre de la musique, et c'est parti, quoi. Donc nous voilà partis à tourner notre premier tuto. Mes histoires de son, ça marche pas trop, on se loupe complètement, le son est dégueu, et le tuto est joli en image, mais raté au niveau du son. On fait un script du son, on retranscrit tout le propos de Sophie, tout le discours, et on le remonte en post-production, mesdames, messieurs. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'ai un micro chant, donc je réinstalle, j'ai de quoi enregistrer, et Sophie fait une voix off. Et cette voix off, on essaye de la faire en suivant le rythme des images, donc les gestes, en voyant les mains, comme si elle essaye de le redire, comme si elle était en situation, alors qu'en fait la voix est enregistrée après. Ça veut dire que dès le premier tuto, on se retrouve avec des défis techniques qu'on n'avait pas imaginés, et moi, je vais pas vous mentir, je prends un plaisir fou. Sophie, beaucoup moins déjà. D'abord, elle est très concentrée, elle se pose plein de questions sur ce qu'elle va devenir, et ainsi de suite. Il y a ce truc-là à faire, elle a conscience que c'est important parce que des gens attendent qu'on leur apprenne à faire un masque, et notamment nos proches, et les gens de notre entourage, de notre réseau. L'idée de mettre cette vidéo sur YouTube, c'est d'abord pour satisfaire une demande de notre réseau. C'est pas du tout dans l'idée de devenir des youtubeurs. Donc au moment du tournage et au moment où on fait cette voix off et tout, on est dans quelque chose de très didactique, de très pédagogique, et il n'y a pas du tout de conscience du fait qu'il va y avoir des viewers, des spectateurs. Ce qui fait que de la part de Sophie, on n'a même pas un bonjour, on n'a même pas un merci, on n'a même pas cliqué sur le pouce bleu, il n'y a même pas laissez-moi des commentaires, il n'y a rien. Il y a je vous explique comment faire un masque, et voilà. Elle dit quand même à la fin de la vidéo, il faut lui rendre justice. Si ça vous a intéressé cette vidéo et si vous voulez que je vous en fasse une autre, mais à ce moment-là, elle ne pense à proposer que la taille enfant. Donc elle dit, si vous voulez une autre vidéo, vous me le dites en commentaire et puis j'essaierai de vous en faire une autre. Je pars avec mes rushs, je récupère tout ça, je monte tout ça, je m'aperçois de mes problèmes de son et ainsi de suite. Sophie revient faire le son, donc tout ça, ça prend 4-5 jours, vous l'imaginez bien. Et puis finalement, je me lance avec des tutos sur YouTube. Je me lance comment créer une chaîne, comment poster une vidéo. Donc je fais tout ça. Je poste cette première vidéo et on le dit à nos amis. La vidéo commence à vivre sa vie sur YouTube. Seulement, au bout d'une semaine, le contexte oblige, on n'est pas dupe de ça. Mais au bout d'une semaine, on avait déjà presque 300 abonnés. Et la vidéo avait fait 10 ou 15 000 vues. 300 abonnés à quoi? On n'avait pas l'intention de faire quoi que ce soit d'autre, mais il y a des gens qui nous ont dit « Si vous faites des vidéos de ce type, nous on s'abonne parce qu'on en veut d'autres. » C'est ça que ça veut dire s'abonner en fait. Moi je peux vous dire que je suis comme une pile. Je saute partout, je dis « Attends, on a 300 abonnés. » J'ai vu partout sur YouTube qu'obtenir les 100 premiers abonnés, c'est super compliqué. Donc nous on a 300 abonnés. Moi je lui dis « Écoute, on en fait une autre. Allez, s'il te plaît, on en fait une autre. » Du coup, ma Soso se laisse faire. Elle me dit, ok, écoute, j'ai du temps, finalement oui, on s'amuse bien, c'est rigolo, puis je la tannais tellement. Elle me dit, on va en faire une autre, et je vais faire une petite pochette toute simple, mais pareil, je me montre pas à l'image, tu filmes pareil, mes mains, et puis voilà, et puis je fais une petite pochette. Même cinéma, cette fois, je me laisse pas avoir sur le son est mieux enregistré, on n'a pas besoin de le refaire en voix off. Sophie dit quand même un peu bonjour, je bidouille un petit générique, une petite musique, je fais un truc un peu propre, et crac, on balance notre deuxième vidéo. Et là, on atteint comme ça nos 500 premiers abonnés. Et on fait, avec la vidéo des masques qui continue à dérouler, on commence à atteindre les 30 000 vues, sachant que le masque, lui, le tuto du masque, à lui tout seul, il fait 20 ou 25 000 vues. Donc là, on se rend compte qu'on tient quelque chose. À partir de là, je n'ai de cesse que de ne parler de ça à Sophie. Je lui dis, il y a un truc à faire de ce côté-là, je te jure qu'il y a un truc à faire. Tu vas faire connaître ta petite entreprise, tu vas développer peut-être ton business. Enfin, en tout cas, tu ne resteras pas sans rien faire. Le temps qu'on sorte de ces temps comme ça de confinement, là, au moins, tu ne feras pas rien. Et donc, je la tanne. Donc là, oui, il y a tout le printemps 2020 qui passe, et puis il y a l'été 2020, et puis on va rentrer dans l'automne.
Et puis, bah, évidemment, les confinements s'enchaînent, et puis on ne peut pas vraiment réouvrir la cabane. Sophie a essayé de faire un peu développer son petit business de création. Elle essaye de les vendre, mais faut bien reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où elle peut vendre parce que tout est fermé. Finalement, ça réouvre un peu. Elle a un plan à un moment donné pour faire un stand dans un magasin bio qui laisse un espace pour vendre un peu les créations. Et puis, en fait, bah, cette position d'être derrière comme ça un comptoir avec ses petites créations et attendre que les gens viennent, en plus dans un magasin bio, les gens ils sont venus pour autre chose. Bref, ça va pas du tout être un bon souvenir pour elle et elle va se dire non, je suis pas faite pour ça, je sais pas faire, je sais pas quelle attitude avoir. Donc non, je vais effectivement me pencher sur autre chose. Bon an, mal an, de fil en aiguille si je puis dire, nous voilà fin d'année, on est donc en décembre 2020. J'ai tanné Sophie pour se lancer sur YouTube parce que moi j'ai vraiment envie de ça. Je sais pas du tout, j'ai aucune idée de ce qu'on pourra en faire, je ne pense pas que du tout à l'idée un jour de vivre de ça et de devenir vidéaste, mais au moins c'est une activité ludique qui, moi, m'amuse beaucoup. Les confinements ont été levés, on a retrouvé un peu la possibilité de voir nos enfants, donc les filles, elles sont un peu avec moi, elles poussent un peu Sophie. Et puis finalement, Sophie se laisse faire, et je crois qu'on est le 26 décembre, ou peut-être même le jour de Noël, non mais je crois que c'est le 26 décembre, elle arrive dans la cuisine, et elle me dit, devant les enfants, donc elle s'engage, ok, je suis d'accord, on va faire une chaîne YouTube, mais je te préviens, je fais pas une chaîne YouTube comme ça pour avoir 1000 abonnés. Moi, je fais une chaîne YouTube qui démarre là, en janvier 2021, et je la fais pour avoir 10 000 abonnés. Donc on met tout ce qu'on a là-dedans. Je suis à la fois super heureux et en même temps un petit peu stressé parce que quand je vois de la manière avec laquelle Sophie aborde la question, je me dis ok, on va pas le faire comme ça pour plaisanter. Ça va devenir un truc semi-pro. Le 25 janvier 2021 sort donc notre premier tutoriel qui est une housse de machine à coudre. Voilà, Sophie se montre à la caméra pour la première fois, et c'est parti, l'aventure est lancée. Salut, ça va vous? Aujourd'hui, je vous propose de régler un énorme problème de déco que vous devez avoir chez vous. C'est-à-dire la housse de la machine à coudre. Voilà les amis, ainsi s'achève cette vidéo, un petit peu plus longue que je pensais, mais j'avais besoin de vous raconter un petit peu tout ça, comme ça vous savez qui je suis, et puis je trouve que ce parcours, il est quand même un peu atypique, et à chaque fois que je l'ai raconté, à droite à gauche, je me suis aperçu qu'il peut parfois être un petit peu inspirant. Je vous cache pas que ce parcours de reconverti m'a permis moi de rencontrer d'autres reconvertis, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que tous nos échanges comme ça de parcours sont inspirants les uns pour les autres. Si cette vidéo, si cette histoire vous permet à vous de vous dire que rien n'est jamais perdu, qu'on peut tenter des choses à tout moment, qu'on peut se réinventer, se renouveler, et que c'est important de repartir de soi, de rester connecté à ses convictions, à ses valeurs, au moins j'aurais réussi ça. Alors pour le coup, si cette vidéo vous a plu, je vais vous demander de me mettre un petit pouce bleu. Laissez-moi en commentaire vos impressions, n'hésitez pas à me raconter vos histoires, dites-moi un petit peu vous, quels ont été vos parcours, dites-moi peut-être aussi comment vous avez vécu vous ce confinement, est-ce qu'il a été pour vous aussi peut-être source de quelque chose? Je crois qu'on est beaucoup à avoir un peu remis nos vies en question grâce à ce confinement. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous laisse, je vous dis à très vite, et abonnez-vous.